Bonjour à tous, bonne année 2013 à tous ceux qui je n'ai pas encore souhaité. Donc, le sujet de la conférence, ce sera la pollution lumineuse. Alors, pourquoi la pollution lumineuse? Parce que depuis plus de 3 milliards d'années, la vie est réglée par l'alternance entre le jour et la nuit. Et depuis, on va dire, un petit peu moins d'un siècle, l'homme a complètement, de par ses activités, bouleversé cet équilibre vital par une surutilisation des sources lumineuses. Alors, ces sources lumineuses vont avoir des conséquences multiples, que ce soit sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore, mais aussi sur notre santé. Alors, juste avant de tout démarrer, personne ne remet en question la nécessité d'éclairer pour des besoins de sécurité et ou pour des besoins d'agrément. Il ne s'agit pas de supprimer l'éclairage public, mais de le raisonner, de l'organiser de façon à en atténuer les impacts négatifs. Alors la situation, elle est particulièrement alarmante dans tous les pays développés, et elle le devient dans les pays en voie de développement. On a à peu près 2/3 de la population mondiale, et quasiment tous les Européens, qui subissent en continu les effets de la pollution lumineuse. Donc on verra tout à l'heure ça un petit peu plus en détail, et aussi la situation en France, puisque tous les bassins, les grands bassins de vie sont également touchés. Donc voici le menu, si je puis dire ça comme ça. Donc on va déjà s'attacher à définir ce qu'est la pollution lumineuse, faire un petit point sur la situation actuelle, et puis on s'attardera un petit peu plus sur tous les impacts négatifs que peut avoir la pollution lumineuse, et puis enfin on regardera comment aujourd'hui on peut la limiter et agir pour la réduire. Alors la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on entend par pollution lumineuse une dégradation de l'environnement nocturne par l'émission de lumière artificielle entraînant de nombreux impacts. Ces impacts, on l'a dit tout à l'heure, vont avoir des conséquences, et tout cela à cause de l'artificialisation de la nuit. Alors comment se perçoit la pollution lumineuse? On l'aperçoit de 3 manières différentes. Le halo lumineux, c'est celui qu'on perçoit le plus facilement, surtout pendant l'hiver avec le brouillard. On a toujours une boule lumineuse au-dessus des villes qui est facilement perceptible. On a les lumières éblouissantes, ça provient essentiellement des éclairages qui ont des lampes d'une puissance trop grande, et la lumière intrusive. Donc on verra un peu plus tout à l'heure ce qu'est la lumière intrusive. En gros, c'est une lumière qui pénètre dans votre espace privé et qui vous nuit. En quelque sorte, c'est un petit peu ça. Alors, aujourd'hui, la pollution lumineuse, c'est le travail, ça devient le travail quotidien de plusieurs acteurs, des médecins qui font des recherches, des énergéticiens, des ingénieurs, des écologues, etc. Et la première lumière posée sciemment, elle remonte au XIVe siècle, sous le règne de Philippe V. Et ces lumières avaient pour but de diriger les voyageurs vers les ports de Paris. Ensuite, le temps passe, il n'y a pas énormément d'évolution jusqu'au début, jusqu'à milieu du XVIIe siècle, où on a le premier lampadaire réverbère qui apparaît. Donc c'est une petite lampe à huile avec un réflecteur de lumière, tout simplement. Et il faudra attendre le début du XIXe siècle avec l'éclairage à gaz et la fin du XIXe siècle avec l'arrivée de l'électricité pour vraiment parler de réseaux d'éclairage public qui se démocratise et qui, depuis cette date, n'a jamais cessé d'augmenter. Alors, quelle est l'origine de la pollution lumineuse? Alors, on a 3 causes principales pour expliquer la pollution lumineuse. On a la peur instinctive du noir, de la nuit, de l'obscurité. On a l'augmentation de l'offre de matériel d'éclairage. On veut toujours faire plus beau, et une forte demande de sécurité de la part des élus, mais aussi du grand public. Et on verra tout à l'heure que
l'éclairage public n'est pas forcément gage de sécurité. Ces trois causes-là, elles sont surtout valables dans les zones urbaines et périurbaines, où les gens sont peut-être un peu plus, je ne vais pas dire peureux, mais ont peut-être un peu plus de crainte due au mouvement plus important. Alors il y a aussi une autre menace, si on peut appeler ça une menace, je pense qu'on a tous entendu parler des LED. Aujourd'hui, les LED, on ne connaît pas trop leur impact. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont moins énergivores que les lampes qu'on a actuellement. Elles consomment beaucoup moins et c'est une énergie qui est moins chère que les lampadaires qu'on a actuellement. La crainte qu'on a, c'est que les communes soient tentées d'en mettre plus, étant donné que c'est moins cher. Donc on est assez vigilant à ça pour éviter qu'on ait un désastre en termes de pollution lumineuse à cause des LED. Voilà, donc ça c'est une petite affiche qui a été faite avec le parc national régional des volcans en Auvergne. Voilà, pensez-vous cette voiture à peur du noir? Elle est assez sympa comme petite. Alors comment s'opèrent les choix des éclairages? Alors on a on va dire 4 choix, donc il y en a 3 qui sont marqués ici. On a déjà la recherche du prestige, en mettant en valeur des bâtiments, des monuments, etc. Mais aussi, on peut le regrouper dans ce premier point, la recherche de l'esthétisme, au détriment de l'efficacité énergétique. On a aussi la création d'un sentiment de sécurité. Plus vous avez de lumière, plus vous vous sentez en sécurité. Et les économies d'installation. Alors, j'entends par économie d'installation, lorsque par exemple vous achetez un matériel très peu cher, il n'est pas forcément synonyme de qualité. Et s'il n'est pas de qualité, si c'est un dispositif médiocre, vous pouvez avoir des maintenances plus nombreuses que si vous avez pris un éclairage de qualité, donc un coût plus important. Alors, quelles sont les causes de la pollution lumineuse? En fait, chaque dispositif qui émet des sources lumineuses va causer de la pollution. Mais si on essaie de raisonner un petit peu, cet éclairage, on peut faire en sorte de le rendre moins énergivore et de le rendre plus respectueux de l'environnement. Et la pollution lumineuse, c'est un phénomène naturel mêlé à un facteur artificiel. Alors comment? La lumière, par exemple, est réfléchie par les bâtiments, par les façades des bâtiments, par le sol, et cette lumière va se diffuser grâce aux gouttes d'eau et aux poussières qui sont en suspension dans l'atmosphère. C'est ça qui va créer le halo lumineux. Par exemple, en temps de brouillard, la lumière va se diffuser beaucoup plus facilement que si vous aviez un temps très clair. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous montre un petit peu les éclairages qu'il faut avoir. Celui-là est extrêmement mauvais. En gros, sur ce type d'éclairage, vous savez, c'est des éclairages à boules, vous avez 60% de perte d'énergie. C'est-à-dire que vous avez 60% qui servent à rien. Et seulement 40% qui servent à éclairer ce que vous voulez mettre en lumière. Et le meilleur éclairage, c'est celui que vous avez tout au bout, et qui rabat la lumière vers le sol. Et donc, de cette manière-là, vous avez très peu de pertes en direction du ciel. Alors, les fabricants d'éclairage vont essayer de vendre le maximum de dispositifs. C'est logique, on est dans une démarche commerciale, mais c'est aux élus de faire prendre conscience enfin, pas seulement aux élus, mais il faut que les fabricants prennent conscience de cette démarche, de ce problème écologique, et de proposer des produits qui sont moins énergivores et qui respectent l'environnement. Donc ce sera soit aux élus de demander des éclairages plus respectueux de l'environnement à travers l'éclairage public, soit aux industriels et aux commerçants pour leur zone d'activité, soit nous, particuliers, pour notre éclairage privé. Alors, quelles sont les causes de la pollution lumineuse? On a 4 causes principales. On a soit l'utilisation d'un système d'éclairage qui est médiocre ou qui est complètement dépassé. Donc là, en gros, on a des dispositifs d'éclairage qui ne concentrent pas ou qui ne rabattent pas
la lumière vers le sol, donc la conséquence si vous avez une perte directe d'énergie, et une mauvaise qualité d'éclairage. Vous avez une surpuissance des installations, donc il peut s'agir soit d'un trop grand nombre de points lumineux sur un espace donné, des lampadaires trop rapprochés, ou alors des ampoules qui sont installées et qui sont beaucoup trop puissantes. Donc vous avez aussi la nature des surfaces éclairées, qui est un facteur important, et la durée de fonctionnement des éclairages. Il faut savoir que la durée d'éclairage des rues, par exemple, est bien plus supérieure à la normale et plus en tout cas supérieure aux besoins réels. Est-ce qu'il est utile d'éclairer par exemple des parkings toute la nuit? Est-ce qu'il est utile d'éclairer des zones commerciales toute la nuit? Est-ce que les particuliers doivent être les seuls à réduire leur consommation d'énergie? C'est un débat. Alors voilà, donc là vous avez un exemple de surpuissance des installations. Rien que sur une moitié de rond-point, vous avez déjà 8 lampadaires. Donc ça fait beaucoup. En plus, vous voyez, c'est pas le meilleur type de lampadaire qui peut exister. Donc, carton jaune, à la vie de non pas. Ou des éclairages obsolètes, comme celui-là. Et puis une dernière cause de pollution lumineuse, ce sont les phares de voiture. On sait de manière certaine que les phares des véhicules génèrent de la pollution lumineuse. Alors on ne sait pas vraiment dans quelle proportion, parce que c'est extrêmement difficile à mesurer, mais c'est une source importante de pollution lumineuse, dans tous les cas. Donc la solution, c'est de rouler sans phare la nuit. Je ne suis pas sûr que le ministère de l'Intérieur soit d'accord et j'imagine même pas la tête des associations de sécurité routière. Pas forcément du tout pour rien. 1 sur 2. 1 sur 2, oui. Non, mais en ville, il y a quelques années, on roulait en lanterne, ça suffisait très bien. Oui. Oui. Maintenant, on met les codes systématiquement, ça ne sert à rien. Alors la situation actuelle, on va commencer déjà par avoir une vision globale du monde. En fait, la pollution, c'est un flot de pays riches. On voit très bien que ce soit l'Amérique, l'Europe, le Japon, sont les pays qui sont les plus pollués. Et puis vous avez les pays en voie de développement comme l'Inde, la Chine, qui ont tendance à multiplier l'éclairage. Alors il y a un point positif, c'est que la Russie commence à diminuer son nombre de points lumineux. Inversement, la Chine les augmente. Mais la Chine les augmente plus que la Russie les éteint, donc finalement, globalement, on augmente la pollution lumineuse dans le monde. Bon, vous voyez qu'en Afrique, dans les pays entre guillemets pauvres, c'est pas la pollution lumineuse qui est le plus élevée. En Europe, donc voici l'état de la pollution lumineuse en Europe. Le Benelux, donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, c'est une horreur. L'Angleterre, c'est pas superbe. Nous, en France, on n'est pas encore trop mal. On a encore des réserves de nuit, notamment de Morvan, qui se situe juste là. Mais vous voyez que c'est pas tip-top. Et puis l'Espagne, c'est assez court. L'Italie aussi n'est pas super bien. Alors que l'Europe de l'Est, la situation est beaucoup plus contrastée. Et puis en France, vous voyez, les grands bassins de vie, la région parisienne, la région lilloise, l'Alsace, Lyon, la vallée du Rhône, les côtes d'Azur, les côtes de Bretagne sont très polluées. Et nous, on a une chance, c'est qu'on voilà, Dijon est là, et on a une petite zone qui est juste ici, avec le Morvan, où on a du ciel à peu près sombre, à peu près noir, et donc il faut qu'on se batte pour préserver le peu de ciel noir qui nous reste dans notre belle région. Alors, comment les communes gèrent-elles leur éclairage? Alors, la quasi-totalité des communes, en Côte d'Or ou même au niveau national, vont déléguer en grande partie leur éclairage à un syndicat d'énergie. Ce syndicat d'énergie va agir en tant que maître d'ouvrage dans tous les travaux d'éclairage public. En Côte d'Or, le principal syndicat d'énergie, c'est le CICECO,
syndicat intercommunal d'énergie de Côte d'Or, qui va gérer près de 600 communes sur le département. Et au niveau national, les syndicats sont pas toujours très coopérants en ce qui concerne la pollution lumineuse. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Or, parce que nous, CICECO, c'est un partenaire précieux, puisqu'il nous aide à, justement, et qu'il a bien intégré cette notion de pollution lumineuse. On peut même faire le cas, une généralité à la Bourgogne, qui débrouille pas mal, et puis le Jura aussi. Il y a même une charte sur la protection de l'environnement nocturne qui a été faite par un syndicat d'énergie du Jura. Si vous la regardez, c'est la charte qui s'appelle Éclairons juste le Jura. Et il y a eu 150 communes signataires de cette charte. Donc c'est un beau résultat. Donc le maire d'une commune est le seul responsable de son éclairage public. C'est-à-dire que s'il peut prendre la décision de couper totalement ou partiellement son éclairage public, il n'a pas besoin de demander l'aval de son conseil municipal. Il a l'entière autorité pour le faire. Alors, et on a de plus en plus d'élus qui luttent contre la pollution lumineuse. Donc là, c'est le cas d'une commune la commune de Plégrand, dans les Côtes d'Armor. C'est une commune d'à peu près un petit peu plus de 5000 habitants. Et les habitants ont réclamé l'installation de lampadaires sur une zone. Et la maire a refusé, elle l'a justifié de cette manière-là. D'une part, les Pédernais qui choisissent d'habiter en campagne ne sont pas sans savoir qu'ils doivent accepter certaines contraintes. D'autre part, aujourd'hui, on parle de développement durable et d'économie d'énergie, et ce n'est pas en implantant à tout va l'éclairage public qu'on ira dans le bon sens. Au moins, ça le mérite d'être clair, il n'y aura pas d'éclairage public dans cette zone, et c'est pas la peine d'y revenir, c'est net. Donc voilà. En Côte d'Or, il y a de plus en plus de communes qui tiennent ce discours-là. Et puis on a une inversion de tendance aussi. Les prix de l'électricité augmentent. Les centrales fournissent la majeure partie de l'électricité dans notre pays. Et il y a quelques dizaines d'années, l'électricité était beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Donc il y avait une production extrêmement forte, c'est l'électricité ne pouvant être stockée, on a un petit peu forcé les collectivités à consommer de l'électricité, notamment à travers l'éclairage public. Donc là, on a vraiment eu un gros développement de l'éclairage public à cette époque-là. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les centrales ont vieilli. Il y a de plus en plus de maintenance à faire, et les maintenances sont de plus en plus coûteuses. Donc l'EDF va forcément répercuter le prix de ces maintenances sur la distribution et la consommation d'électricité. Donc aujourd'hui, ça fait réfléchir certains élus quand ils reçoivent la note qui parfois est assez salée. Alors enfin, on a une évolution de la législation aussi, puisqu'on a un texte qui est sorti pour la loi Grenelle 2 et qui prend en compte la pollution lumineuse et qui définit également ce qu'est une installation lumineuse. Alors voilà en gros ce que dit le texte. Hein. Donc l'article 173 de la loi Grenelle 2 inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le code de l'environnement et instaure un dispositif visant à prévenir, réduire ou limiter ces nuisances. Donc il y a eu tout un complément de décrets pour alimenter cette loi, notamment le décret du 12 juillet 2011, qui lui définit ce qu'est une installation lumineuse. Constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle. Bon, jusque-là, c'était pas, voilà, pas trop dur à comprendre. Sont donc concernés les éclairages de voirie et des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, les éclairages de bâtiments, et les éclairages de chantier également, etc. Les enseignes lumineuses ne sont pas prises en compte dans ce décret-là, puisqu'ils font l'objet d'un autre décret un peu plus particulier. Et des espaces sensibles, en raison de leurs enjeux de biodiversité, vont être protégés et vont faire l'objet de prescriptions encore plus contraignantes en ce qui concerne la pollution lumineuse. Donc on a les parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins, les sites classés monuments Natura 2000, et certains sites d'observation astronomique exceptionnelle, comme l'observatoire du Pic du Midi, qui est devenu un site protégé. Alors, les enseignes lumineuses, voilà. Elles doivent maintenant coïncider avec l'activité réelle de l'entreprise.
Donc la durée de l'extinction est fixée de manière à faire coïncider le fonctionnement de ces dispositifs avec le temps de vie sociale et la présence effective des personnes dans l'espace public. Et dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h du matin. Sauf dans les zones comme les aéroports, etc. Où là, les publicités, enfin, les enseignes lumineuses peuvent rester allumées. Alors, dans le cas des professionnels ayant une activité de nuit, l'éclairage doit être allumé au plus tôt 1 heure avant la prise d'activité et éteinte au plus tard 1 heure après la cessation d'activité. Donc on pourrait se dire, chouette, on a eu une belle avancée en ce qui concerne la pollution lumineuse. C'était sans compter la loi Warsmann du 29 février 2012 qui simplifie le droit et qui allège les démarches administratives et qui a notamment pris une mesure sur les enseignes lumineuses. Donc les publicités et les enseignes préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur des dernières réglementations, quasiment toutes les enseignes lumineuses donc, peuvent être maintenues pendant un délai maximal de 6 ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités, contre 2 ans par an. Donc ça veut dire qu'en fait les enseignes lumineuses pourront rester allumées jusqu'en 2018. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez certaines enseignes qui éteignent sans même qu'on leur demande. C'est le cas, je crois, notamment à Quetigny, dans la zone commerciale de Carrefour, où le parking, enfin, absolument tout est éteint. Je ne pense pas que ce soit une demande de la ville de Quetigny, mais il n'y a que cette zone-là qui est éteinte, les autres sont allumés. En tout cas, c'est bien. Et donc, on a des associations de défense de la nuit. Alors, il y en a, on va dire 3, j'en ai oublié une. On a déjà la SAB. À la SAB, on a un groupe pollution lumineuse. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus parce qu'on a besoin de force sur le terrain pour militer contre la pollution lumineuse. Et on a la NPCEN, qui est l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui est une association qui va plus s'occuper du niveau national en oubliant un petit peu le niveau local. Bon, ça c'est fait, voilà. Et c'est pour ça qu'on a l'utilité de la SAB se voit, parce que si la NPCEN se contentait de faire ce qu'elle fait, vous auriez que des choses comme la loi Warsmann qui apparaîtrait. Voilà. Donc la SAB permet d'agir directement sur le terrain, et c'est sur le terrain qu'on a le plus de résultats. Donc on est 2 correspondants sur la Côte d'Or, 2 correspondants NPCEN, donc on a Eric, dans sa belle tenue d'astronaute, prêt à partir à la guerre contre les lampadaires. Et puis moi-même, donc, qui sommes correspondants NPCEN sur la région Bourgogne et un petit peu sur le Jura pour détailler. Et puis on a aussi l'Association française d'astronomie, que j'ai oublié de citer, à regret, et qui a fait pas mal d'études sur la pollution lumineuse et qui commence à avoir de plus en plus d'affluence et qui commence à manger le terrain de la NPCEN. Donc ils sont en train de faire un bon boulot aussi. Alors la Côte d'Or dans tout ça. Vous voyez que la Côte d'Or, c'est une situation qui est assez contrastée parce qu'on a le nord de la Côte d'Or, vous avez des zones de nuit très sombres, pas très loin de Châtillon-sur-Seine. L'ouest de la Côte d'Or, c'est pas trop mal quand vous allez en direction du Morvan. Par contre, là, c'est un peu la catastrophe. Même s'il y a quand même des signes encourageants, vous voyez Dijon, une grosse tache lumineuse, et puis vous descendez sur la route, sur la côte, c'est une catastrophe également. Si vous avez déjà vu l'éclairage de Gevrey-Chambertin, bon mais il y a quand même des signes encourageants, parce qu'on a cette année 5 communes dans notre département qui ont signé une charte de protection de l'environnement nocturne, la charte de la NPCEN, et on a la commune de Pont-Saint-Exaté sur le canton d'Auxonne, la commune de Trugny et de l'Abergement-les-Sœurs sur la commune de Sœurs, et la commune de Fenay sur le canton de Gevrey-Chambertin. Donc dans le canton de Gevrey-Chambertin, ça bouge question pollution lumineuse, donc en espérant que ça les fasse un petit peu réfléchir et que ça les influence à avoir des démarches un peu plus responsables. Voilà donc quelques chiffres sur l'éclairage public en Côte d'Or. Donc on a 285 communes qui pratiquent l'extinction en ville de nuit, soit totalement, soit partiellement, donc c'est quand même
pas mal. Ça fait un des départements français qui pratique le plus l'extinction en milieu de nuit. Donc c'est pas mal. Et en 2 ans, le nombre de points lumineux éteints est passé de un peu plus de 11 500 à quasiment 21 000. Donc on a quasiment doublé le nombre de points lumineux éteints en 2 ans. Donc là aussi, ça montre une réelle volonté de faire des économies d'énergie et peut-être de protéger l'environnement aussi. Et donc c'est 64 000 Côte-d'Orient qui sont concernés par une extinction en milieu de nuit. Alors maintenant, on va passer aux conséquences de la pollution lumineuse, parce qu'elles ont des conséquences, parfois graves, notamment sur la biodiversité. Il faut savoir que les insectes représentent près de 80% des espèces animales sur notre planète, et qu'un point lumineux, les insectes volants, notamment les papillons, vont être attirés par les points lumineux, et vont mourir d'épuisement à force de tourner autour de la lumière. La pollution lumineuse est la seconde cause de mortalité chez les lépidoptères nocturnes. Donc, c'est quand même pas une cause de mortalité bien naturelle. Voilà, donc il meurt à peu près 150 insectes par nuit en France, et on a 8 750 000 points lumineux. Donc imaginez le nombre d'insectes par an qui peuvent mourir à cause des points lumineux. Bon voilà, ça donne ce chiffre-là. C'est assez énorme. Et puis les lucioles aussi. Les lucioles, elles sont impactées par la pollution lumineuse, parce que vous savez que les lucioles émettent une petite lumière en période de reproduction. Et le mâle vole à la recherche de sa femelle en émettant des petits signaux, idem pour la femelle. Et donc l'éclairage public va considérablement réduire les chances de rencontre et peut, à terme, mettre l'espèce en péril. Donc ça, c'est une petite citation d'Alice Borges qui est entomologiste et qui dit ceci: l'absence de nuit due à la présence d'un éclairage nocturne, même dans des espaces naturels préservés, engendre localement une diminution de la diversité. Il y a donc nécessité à repenser dans leur globalité les projets d'éclairage public et améliorer la gestion des parcs anciens. Rien que le fait de l'éteindre à la moitié de la nuit, par exemple, pourrait être un gros avantage pour la préservation de cette biodiversité. Voilà. Donc, pardon, attendez. Et puis on a aussi les oiseaux, parce que 2 tiers des oiseaux migrateurs voyagent de nuit. Et donc, la pollution lumineuse, la lumière artificielle peut avoir de graves conséquences sur leur trajet. Ça peut provoquer des erreurs de trajectoire et des pertes d'orientation assez importantes. En octobre 2010, à Lacano, en Gironde, il y a des dizaines de passereaux qui ont été retrouvés morts dans les rues de Lacano. Donc il y a eu des autopsies qui ont été faites sur certaines carcasses qui n'ont strictement rien révélé d'anormal. Et puis ils se sont rendus compte qu'en fait Lacano était situé sur un couloir de migration et que les oiseaux ont été perturbés par la pollution lumineuse et ils se sont scratchés contre les vitrines et contre les lampadaires. Donc je crois que c'était assez énorme, il y a eu pas loin d'une centaine de carcasses dans le centre-ville de Lacano, donc bon, c'est pas top. L'éclairage se traduit pour la majorité des espèces par la perte de zones de chasse, de la ressource alimentaire, des continuités écologiques et des gîtes. En Amérique du Nord, les scientifiques estiment que plus de 100 millions d'oiseaux migrateurs s'écrasent chaque année contre les buildings éclairés. C'est assez énorme. Donc du coup, il y a de plus en plus, il n'y a pas encore assez de buildings, mais ils commencent à prendre conscience de ça, donc il y a des buildings qui, maintenant, la nuit s'éteignent. Une bonne nouvelle. Donc un petit mot pour les conséquences sur la flore. Les conséquences sur la flore, elles sont plutôt indirectes. Les insectes pollinisateurs qui sont victimes de la pollution lumineuse ne vont pas féconder les plantes. Donc voilà l'effet indirect. Et ça peut engendrer aussi des problèmes sur leur photosynthèse. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'en ville, les arbres perdent leurs feuilles plus tôt que dans les campagnes. Bon, ça peut être aussi une des conséquences de la pollution lumineuse.
En réalité, les conséquences, on les connaît très peu, parce qu'il y a eu très peu d'études de fait sur la flore. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment lister tous les impacts que peut avoir la pollution lumineuse sur la flore. Et la pollution lumineuse a des conséquences sanitaires sur notre santé, notamment sur notre métabolisme humain, puisque un excès de lumière va entraîner des problèmes de sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée par la glande pinéale, qui est juste là, qui est dans notre cerveau, et qui ne se sécrète que la nuit, lorsque l'on dort, et on l'appelle l'hormone du sommeil d'ailleurs. Et les troubles de sécrétion de mélatonine vont avoir des conséquences parce que cette hormone-là nous protège contre certains risques de santé, enfin, certains problèmes de santé comme les cancers ou certains risques d'obésité. Mais c'est pas tout, parce que la pollution lumineuse de nuit peut avoir des conséquences sur le comportement humain et notamment sur la dépression. La pollution lumineuse favoriserait la dépression et aussi la prise de poids. Alors, pas seulement la pollution lumineuse, c'est la pollution lumineuse mêlée à d'autres facteurs. Et donc on a des études qui ont été faites, notamment en Angleterre, par l'Institut des sciences biologiques environnementales, et c'est le Dr Cathy Wise qui a dit ceci: la lumière électrique a permis à l'homme de prendre le dessus sur la synchronisation naturelle entre le rythme de l'horloge humaine et l'environnement, et au cours du dernier siècle, les rythmes quotidiens des repas, du sommeil et du travail ont progressivement disparu de nos vies. L'horloge humaine interne fait des efforts pour rester en accord avec nos modes de vie très irréguliers, et je pense que cela cause des problèmes de métabolisme, de santé, tout en augmentant les risques d'obésité. Donc voilà, c'est la pollution lumineuse plus tout un tas d'autres facteurs. Mais la pollution lumineuse a un rôle. Et il y a aussi une autre conséquence, plus chez les enfants cette fois, la lumière artificielle pourrait provoquer, l'excès de lumière artificielle pourrait provoquer des problèmes de myopie chez les enfants. Alors c'est à prendre avec du recul parce que c'est une étude qui a été faite, qui n'a pas été vraiment confirmée, mais bon, il pourrait y avoir des conséquences de la lumière artificielle sur notre vision. Et puis la pollution lumineuse a aussi des conséquences sur notre sécurité. Je vous disais tout à l'heure que l'éclairage public n'était pas gage de sécurité, n'était pas forcément gage de sécurité, notamment sur la route. Il faut savoir que lorsque l'on conduit en ville, on peut parfois être ébloui par les éclairages. Donc, si on est ébloui, on peut avoir plus facilement des erreurs de pilotage, etc. Donc un risque accidentogène plus important. Et puis on a un autre phénomène aussi, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Vous savez que de plus en plus de personnes ont une acuité visuelle plus réduite du fait de leur âge, et donc l'éblouissement dû à l'éclairage public ne leur permet pas à l'œil de s'habituer à l'obscurité naturelle. Donc là aussi, ça peut avoir des conséquences assez graves. Et puis il y a une étude qui a été faite sur l'autoroute A16 par la direction interdépartementale des routes du Nord, et qui a révélé une conclusion très intéressante. Il n'y a pas moins d'accidents lorsque l'éclairage est éteint que lorsqu'il est allumé, mais par contre ils sont beaucoup moins graves, parce que les gens roulent moins vite. C'est vrai que quand la lumière est allumée, on se sent peut-être un peu plus en confiance, un peu plus en sécurité, donc on a peut-être tendance à appuyer un peu plus. Donc voilà, il y a moins d'accidents graves lorsque l'éclairage public est éteint, ou du moins sur les autoroutes. Et puis, au niveau économique, la région Nord-Pas-de-Calais a économisé entre 60 et 90 kg par an en termes de maintenance et de consommation. Donc c'est assez énorme comme économie. Du coup, les autorités belges ont fait le même constat, et les Belges éteignent la quasi-totalité de leurs autoroutes entre minuit 30 et 5h30. Ça doit représenter 750 km de voies, quelque chose comme ça. Donc c'est là aussi un point positif, ce que vous avez vu tout à l'heure, la carte de la pollution lumineuse de l'Europe, où la Belgique était
plus qu'éclairé. Voilà, donc on a des systèmes alternatifs qui existent pour remplacer l'éclairage public. C'est ce qu'on appelle l'éclairage passif. On a soit les bornes réfléchissantes, soit les catadioptres. C'est des systèmes qui sont très efficaces, qui sont très largement utilisés dans des pays comme l'Australie, le Chili ou l'Afrique du Sud, mais qui sont encore trop peu utilisés en France, et c'est bien dommage parce que c'est des systèmes qui sont tout aussi efficaces que l'éclairage. Et puis sur la sécurité civile. Alors, souvent on entend dire, vous me coupez l'éclairage public, il va y avoir plus de cambriolage, etc. Non, en fait c'est faux. 80% des cambriolages ont lieu de jour, et 55% des cambriolages qui ont lieu de jour se font entre 14h et 17h, pendant que les gens ne sont pas chez eux. Donc seulement 20% des cambriolages ont lieu de nuit. Et dans la majeure partie des cas, les habitants sont chez eux. Donc qu'il y ait d'éclairage ou pas, et puis un cambrioleur, et comme nous, il a toujours besoin de lumière également. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas besoin. Alors il y a une petite anecdote qui est assez sympa, assez sympa, pas pour celui qui s'est fait cambrioler, mais il y a un entrepôt en Côte d'Or qui a été vandalisé, et c'est un entrepôt qui disposait d'un détecteur de présence. Donc l'éclairage s'allumait quand une personne passait. Donc ce qui n'a pas empêché le cambriolage, et en partant, les cambrioleurs ont laissé un petit mot, et ont remercié l'entreprise pour l'éclairage. Pourquoi l'éclairage ne prévient pas les cambriolages. Alors maintenant, on va passer à... Je vais vous laisser un petit peu la parole, et on va débattre un petit peu sur cette question-là. Est-ce que la lumière met en valeur le patrimoine rural? Donc, j'ai 4 petites affirmations, donc il n'y a pas de bonne ou pas de mauvaise réponse, et puis je vais vous demander votre avis sur ce que vous pensez de ces affirmations. Alors, la première. Choisir une mise en lumière, c'est vouloir apporter un modèle urbain, car comme en ville, c'est une remise en cause de la ruralité. Mettre en valeur pour qui? C'est plus facile à dire. Les touristes ne restent généralement pas seuls dans les villages, les habitants ont-ils besoin de voir leur patrimoine ou leur église toute la vie? Troisième affirmation, illuminer une église revient à isoler ce bâtiment dans son contexte villageois alors qu'il en est le cœur. Puis dernière affirmation, faire comme partout ailleurs, rendre tout le temps visible un bâtiment revient à banaliser ce que l'on tente de valoriser. À force de tout éclairer, on ne regarde plus rien. Donc la nuit est une barrière culturelle, la pollution lumineuse est une barrière culturelle de la nuit. Il faut savoir que l'ONU a reconnu le ciel comme patrimoine commun de l'humanité. Que la pollution lumineuse, quelque part, nous empêche de pouvoir accéder à ce patrimoine. On a Van Gogh qui a peint de nombreux tableaux sur la nuit, et puis il est devenu en quelque sorte le peintre des étoiles à travers ces tableaux. Et il faut savoir que la nuit a toujours été une source d'inspiration tout au long des générations, que ce soit dans le domaine de l'art, de la littérature, dans le domaine scientifique. Donc est-ce que nous, on ne doit pas protéger ce patrimoine que nous offre la nuit? Et puis il ne faut pas oublier non plus que le ciel nocturne, c'est 50% de notre horizon. Citation d'Éric. Alors, sur un plan astronomique, donc ça c'est une question que beaucoup d'astronomes peuvent se poser, c'est combien de temps pourrons-nous encore observer le ciel? Il suffit de se rendre à l'observatoire de Platz pour avoir une idée des conséquences que peut avoir la pollution lumineuse sur l'observation. Vous avez l'agglomération lyonnaise qui vous empêche d'observer tout un point de ciel qui est totalement inexploitable. Donc, quelque part, la pollution lumineuse, elle empêche le plaisir pour certains, la passion pour d'autres, et puis elle empêche à tous de pouvoir s'émerveiller à contempler le ciel. Je rappelle que c'est quand même le patrimoine commun de l'humanité, et qu'on doit pouvoir, quand on souhaite, avoir accès à ces si belles choses. Alors en 1995, la première exoplanète a été découverte à l'observatoire de Haute-Provence, qui est aujourd'hui menacée par la pollution lumineuse. Donc là, c'est encore plus grave parce que c'est même un observatoire professionnel qui est menacé. Et empêché par la lumière l'accès de ces nouveaux mondes, comme ce que sont les exoplanètes, c'est comme si on avait, entre guillemets,
barré la route à Christophe Colomb. Deuxième citation d'Éric. Heureusement que t'es là. Donc voilà. Donc quelque part, on empêche l'accès au ciel étoilé pour faire des découvertes. C'est dommage. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme le premier instrument de l'astronome amateur? C'est pas ses yeux, c'est sa voiture. Parce que c'est la voiture qui va lui permettre d'aller trouver des petites zones sombres pour pouvoir observer. Après, il faudra utiliser ses yeux, mais les gens qui prennent sa voiture. Donc, vous avez plusieurs personnes qui sont obligées de faire des dizaines de kilomètres, voire des centaines, pour ceux qui sont situés dans la région parisienne, pour pouvoir accéder à un ciel à peu près potable, pour pouvoir commencer à observer correctement. Donc, et puis on a une opération qui se déroule, qui ne va pas tarder de commencer, si elle n'est pas déjà commencée, qui s'appelle le Club at Night. Et c'est une opération qui est toute simple. Il suffit de compter le nombre d'étoiles dans une constellation, le nombre que vous voyez à peu près. Donc en ce moment, ça se passe dans la constellation d'Orion. Si vous voulez la chercher ce soir, à mon avis, ce sera difficile, mais je ne sais jamais. Et donc, qu'est-ce qu'on demande? On demande les coordonnées du site géographique d'observation. Donc ça, c'est très facile, vous pouvez avoir sur Google Earth. La date, bon, ça, il faut compliquer à renseigner. Et ce que vous avez observé. C'est-à-dire que ce que vous observez, vous le reporterez ensuite sur des cartes qu'on vous proposera directement sur le site internet. Et cette opération-là, elle a pour but de pouvoir cartographier la pollution lumineuse sur de vastes territoires, parce que c'est une opération qui se déroule partout dans le monde. Et c'est dommage, en France, on a très peu de participation, alors que c'est quelque chose qui est vraiment tout simple à réaliser. On peut aussi mesurer la qualité du ciel avec des petits appareils qu'on appelle les scale quality meters, et qui mesurent la qualité du ciel. Donc si vous en possédez, on peut aussi le faire par ce biais-là. Et puis, il y a évidemment des conséquences économiques de la pollution lumineuse. Ce sont sans doute les plus perceptibles, surtout pour les collectivités. Lorsque vous rencontrez des maires ou des élus, vous leur parlez du développement durable, c'est important aussi, ils s'en inquiètent, mais ils sont surtout inquiets par rapport à ça, par rapport à leurs finances, parce que l'éclairage public est un gouffre financier. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par la TNS Sofres, avec l'ADEME, et qui montre un petit peu la consommation énergétique en France en 2005. Donc c'est un petit peu vieux comme étude, elle ne va pas tarder d'avoir 8 ans, mais c'est la dernière étude complète qui a été faite sur l'éclairage public, en tout cas sur cet aspect-là. Donc vous voyez que l'éclairage public représente 5,6 TWh par an. Ça représente quasiment 20% de la consommation énergétique en France. Donc c'est quand même assez énorme. Et puis les dépenses représentent 20% des dépenses en électricité. Ça fait 432 millions d'euros. Là aussi, il faut savoir qu'il y a des économies qui peuvent être faites et qui sont extrêmement importantes. On verra tout à l'heure le cas d'une commune dans la Sarthe. Ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros, les économies réalisables. Et en plus, c'est des choses qui se font vraiment toutes simples à faire. Voilà, donc ça, c'est l'évolution de la durée moyenne de fonctionnement de l'éclairage public. Donc là, on est en 1990. Donc les communes de 500 à 1990, à 2000 habitants, on va dire, sont représentées en bleu. Celles de 2000 à 10 000 sont en rouge. Celles de 10 000 à 50 000 en vert et celles supérieures à 50 000 en violet. Regardez bien ces deux-là. Et on va tout de suite regarder la durée en 2005. Voilà. Donc pour les petites communes, on est passé de 980 heures par an à 3100 en 15 ans. C'est un petit peu moins pour les communes, on va dire, moyennes. Et ce qui est assez marrant, c'est que les grandes villes de plus de 50 000 habitants ont réduit leur durée d'éclairement. Donc plus votre commune est petite, plus la durée de l'éclairage a augmenté au cours des 20 dernières années. Et donc ça, en 2005,
le bilan carbone de l'éclairage public. Ça représente une émission de 560 000 tonnes de CO2 en une année. Ce qui est quand même énorme. Là, vous avez une belle photo de la pollution lumineuse dijonnaise. Voilà. Alors, quelques chiffres sur l'éclairage public au niveau national. Donc, il représente et nécessite, l'éclairage public français, le fonctionnement de réacteurs de 1000 gigawatts chaque. L'éclairage public qui représente environ 18% des consommations d'énergie des collectivités. La puissance moyenne est de 180 watts, donc elle a peut-être un petit peu diminué, parce que c'est une étude de 2005. Donc depuis 2005, il y a quand même eu pas mal d'évolutions, donc on a peut-être diminué un petit peu la puissance moyenne. Mais ça n'empêche qu'elle a considérablement évolué sur 10 ans, puisqu'on est passé de la consommation de 71 kWh par an par habitant à 91. Et puis en 10 ans, on a eu 31% de points lumineux supplémentaires. Donc là, c'est une petite photo de la commune de Vonge, qui est sur le canton de Pontarlier, et qui a testé l'extinction en vue de nuit, donc totalement. Je peux vous dire que la première fois que vous passez, quand vous avez l'habitude d'y passer, que d'un seul coup tout est noir, ça vous surprend un petit peu. Et c'est vrai que ça fait ralentir. Et donc je crois qu'ils ont adopté l'extinction totale en 2010. Voilà pour ce qui est des chiffres. Donc ça, c'est une petite citation de Samuel qu'on connaît bien à la salle, et qui dit que les chiffres démontrent que si tout l'éclairage inefficace du point de vue de l'énergie en Europe était modernisé selon les dernières solutions technologiques pour les secteurs domestiques, publics et privés, les économies sur les frais de fonctionnement approcheraient les 4,3 milliards d'euros, soit l'équivalent d'économies de CO2 de 28 millions de tonnes par an, et ceci équivaudrait à plus de 100 milliards de barils de pétrole par an, soit à nouveau 5 à 6 milliards d'euros. Bon, voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, c'est assez conséquent. Alors, aujourd'hui, quels sont les moyens d'action et de lutte contre la pollution lumineuse? La première des actions, c'est d'avoir pratiquer l'extinction milieu de nuit. Ça, c'est l'action la plus efficace, c'est la moins coûteuse. Il suffit d'installer quelques petites horloges astronomiques qui vous permettent de piloter votre éclairage. Et puis, vous pouvez commander, par exemple, d'éteindre l'éclairage entre minuit et 5 heures, par exemple. Et puis, la deuxième, c'est d'éviter ce type de lampadaire, surtout ceux-là. Ces affreuses boules qui sont totalement inefficaces et qui sont très énergivores. En gros, tout ce qui n'est pas encastré dans le bas du lampadaire est mauvais. Par exemple, celui-là, la petite lanterne, vous n'avez pas énormément de lumière qui passe qui se rabat sur le sol. Vous en avez dans les 4 directions, mais pas là où vous voulez réellement éclairer. Bon, c'est sûr, c'est joli, ok, mais c'est totalement inefficace. Ce qu'il faut, c'est avoir une lanterne où l'ampoule est encastrée dans le mât, juste ici. De cette manière-là, vous avez des luminaires qui sont complètement défilés et qui vont rabattre la lumière vers le bas. Donc non seulement vous allez avoir moins de gaspillage énergétique, mais en plus, vous allez avoir un éclairage plus respectueux, et donc vous allez vraiment éclairer la zone que vous souhaitez éclairer sans en envoyer des quantités astronomiques dans le ciel. Et puis il y a aussi une action qui est extrêmement importante, c'est un petit peu le rôle des associations d'astronomie, si elles veulent protéger leur ciel, c'est la sensibilisation des élus. On les sensibilise surtout sur l'impact économique, parce que quand vous leur dites qu'ils peuvent économiser 10 000 euros en coupant la nuit, surtout en ces périodes de crise, parce que les budgets communaux sont difficiles à boucler, ça les fait un petit peu réfléchir. Et là, c'est le cas notamment de Jean-Pierre Morin, maire de Courcelles-Daté, qui une commune a labellisé une étoile par la NPSEL, au concours Ville et Villages étoilés, et qui a dit ceci: nous sommes sensibilisés à la problématique de l'éclairage public, nous organisons des manifestations en ce sens comme la Nuit des étoiles. Concrètement, nous avons mis en place des actions simples permettant d'améliorer la qualité de notre éclairage, l'installation d'horloges astronomiques ou encore l'extinction nocturne. De nouveaux mâts permettent de diriger le flux lumineux vers le sol et minimisent les pertes de direction du ciel.
Donc il le dit lui-même, hein, ce sont des actions simples qui permettent de limiter la pollution lumineuse. Des actions simples, mais qui peuvent avoir aussi des conséquences importantes, puisque aujourd'hui le financement des communes, des collectivités diminue, et parfois ils sont obligés de trouver 20 à 30% pour couvrir leur budget. Donc ça, c'est des pistes d'économie qui sont assez intéressantes. Donc on observe de plus en plus de communes qui coupent l'éclairage la nuit, mais on observe aussi de plus en plus de communes qui modifient leur éclairage, qui le modernisent. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement positif. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus une prise de conscience du gaspillage énergétique qui est réalisé. Il faut savoir que la plupart des parcs d'éclairage ont moins 50 ans. Ils sont extrêmement vieux, ils sont totalement obsolètes. Donc au bout d'un moment, il faut investir un petit peu pour le changer. Et puis on a le concours Ville et Villages étoilés. On a déjà 7 communes qui sont labellisées, dont Létigny, qui est 10 000 habitants pour Létigny. Et donc ce concours, il a pour objectif de mettre en avant, mettre en valeur les communes qui font des efforts sur les économies d'énergie. Alors les communes qui sont labellisées, c'est essentiellement les communes qui pratiquent l'extinction en milieu de nuit, soit totalement, soit partiellement. Donc là, vous avez une petite carte de répartition des communes labellisées. Bon, c'est un petit peu trompeur parce que cette année, on a eu une très grosse participation, donc ça va un petit peu changer. Et la Côte d'Or est en train de devenir un département pionnier de la lutte contre la pollution lumineuse. Et ça va se confirmer encore plus l'année prochaine. Voilà. Donc, vous avez des zones totalement vides, comme la région Midi-Pyrénées. Ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas de correspondance NPCEN sur le terrain. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faire des débats nationaux, etc., c'est important, certes, mais si derrière vous n'avez personne pour relayer le message sur le terrain, donc ça c'est un petit peu un peu. Et donc cette année, on a 25 communes qui participent au concours Ville et Villages étoilés. Donc on a la Cour d'Arcenay et Poncé-Datier, que vous avez vu, elles sont déjà labellisées, et que le label est valable pour 2 ans renouvelables. 4 ans à partir de maintenant, mais à l'époque où elles ont participé, le label était valable 2 ans. Donc voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont essentiellement des communes qui sont situées dans des zones polluées. Par exemple, Segrois, Beauchamp-Curler, Albergy, etc., qui se situent dans le canton de Gevrey-Chambertin. Donc c'est un petit paradoxe. Gevrey-Chambertin n'est pas franchement un exemple de lutte contre la pollution lumineuse, mais partout autour, vous avez des communes qui vont être labellisées cette année. Et puis vous avez aussi de plus en plus de communes sur le Grand Dijon qui font des efforts en termes d'économie d'énergie, comme Fenay et Neuilly-les-Dijon. Donc à quoi il ressemble un petit peu le questionnaire, on va regarder très rapidement. Donc ça c'est le questionnaire. Donc, on demande un certain nombre de renseignements, notamment si les communes sont signataires de la charte NPCEN. Bon, pour l'instant il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas énormément de chartes qui existent concernant la protection de l'environnement nature. Et puis voilà, on leur demande, on va essayer de décortiquer un petit peu l'éclairage public, avoir le plus de renseignements possible, pour voir où en sont les communes, si elles utilisent des horloges astronomiques, si elles utilisent des lampadaires conformes à ce qu'on attend aujourd'hui. Et puis on leur demande aussi qu'ils se situent eux-mêmes sur ce qu'ils consomment. Voilà, énergétique. Donc on demande aussi s'il existe par exemple des clauses dans les PLU qui régissent l'éclairage public. En général, ce n'est pas le cas. S'il existe des plans lumière, bon, les plans lumière, c'est des concepts qui sont mis en place surtout par les grandes communes pour organiser, pour aménager l'éclairage public. Bon, c'est pas forcément très cohérent de faire un plan lumière sur une commune de 500 habitants. Et puis voilà, on demande s'ils participent à diverses associations, à manifestations, etc. Mais ce qui apporte surtout des points pour obtenir le label, c'est l'extinction ou non de l'éclairage public et le type d'éclairage utilisé. Et les mises en lumière de monuments. Ça, c'est. Voilà. Vous avez des communes qui mettent en lumière des éléments naturels, comme des réserves, des choses comme ça. Bon, on est censé avoir une préservation de l'environnement dans ces cas-là, mais on les met quand même en lumière pour qu'on
c'est un petit peu paradoxal. Et puis voilà, on demande également la puissance des lampes installées. Voilà. Donc c'est avec tout ça qu'on va déterminer si les communes peuvent être labellisées ou pas. Il faut savoir que toutes les communes qui participent ne sont pas labellisées. Par exemple, Quetigny a mis 2 ou 3 ans pour pouvoir obtenir seulement une étoile. Donc voilà, il y a quand même un certain niveau d'exigence pour pouvoir prétendre à l'obtention du label. Alors ce sont surtout les plus petites communes qui sont labellisées. Il faut savoir que les communes de moins de 10 000 habitants représentent 97% des communes françaises. On a vu tout à l'heure l'évolution. La pollution lumineuse, elle s'explique aussi par rapport à cette évolution-là. C'est que vous avez des petites communes qui ont éclairé de plus en plus. Donc c'est aussi ça une cause de la pollution lumineuse. Voilà pour ce qui est du concours Ville et Villages Étoilés. Alors les résultats du concours cette année devraient tomber dans les heures qui viennent, d'ici la fin de la semaine, je pense. C'est très récent. Et je peux déjà vous dire que cette année, j'ai eu quelques événements dimanche, il va y avoir un beau vivier en Côte d'Or. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis on a d'autres labels qui existent, qui sont beaucoup plus complexes. On a par exemple le label IDEA, qui est organisé par la Dark Sky Association aux États-Unis. À côté, le concours Ville et Village Étoilé, c'est un label Playmobil. C'est vraiment un tout petit truc. Voilà, le concours Ville et Village Étoilé fait 6 pages. Celui-là en fait une trentaine. Il y a tout un tas de mesures à effectuer pour cartographier et pour avoir une vision globale de l'éclairage. L'Observatoire du Puy du Midi participe cette année. Ils ont lancé l'opération en 2009. Ils l'ont terminé l'année dernière, ils vont avoir des résultats courant 2013. C'est plus de 2 ans de travail qui ont été nécessaires pour pouvoir remplir le questionnaire. Et ça regroupe une zone d'à peu près 600 km². Je crois que ça concentre, peut-être, ça doit concentrer 150 communes. Donc il faut convaincre toutes les communes de l'intérêt de participer à ce genre d'événement. L'un des objectifs, ça dépasse le simple cadre de l'astronomie, c'est de promouvoir le tourisme scientifique. C'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on va essayer de faire en Côte d'Or. On sait qu'en Côte d'Or, on se situe dans une zone assez avantageuse, entre guillemets, on est entre Paris et Lyon, et donc vous avez des astronomes amateurs parisiens ou lyonnais qui se situent dans une zone catastrophique en termes de qualité du ciel, et puis on est un petit peu entre les deux. Donc si on arrive à avoir des zones de nuit, à avoir des zones sombres, ça peut être un bon moyen de leur proposer de faire un petit séjour chez nous pour faire des petites observations astronomiques. Quand le fond n'est pas trop bas. Pas l'hiver. Et puis on a un autre label, c'est le Starlight Reserve. Alors ces 2 labels-là, ils sont décernés à travers le monde. C'est vraiment des labels internationaux. Il y a très peu d'endroits qui sont labellisés. Celui-là, il s'adresse plutôt à des zones touristiques. Par exemple, vous avez 4 endroits en Europe qui sont labellisés. Vous avez les Canaries, vous avez une autre zone en Espagne, vous avez le Portugal et l'Italie. Donc voilà, c'est tout pour l'Europe. Et c'est pas très... c'est extrêmement long, donc ça explique aussi le fait qu'on a très peu de communes, de zones, de réserves, de sites de parcs labellisés, parce qu'il faut se retrousser les manches et il faut avoir beaucoup de volonté pour remplir ces 2 labels. Et puis n'ayons plus peur de la nuit. Bon, celui-là, il faut peut-être le regarder plusieurs fois parce que c'est assez... bon, j'ai pas tout compris du premier coup non plus, mais quand on comprend, on essaye qu'on arrive à comprendre. La nuit est beaucoup plus le contraire du jour que le jour n'est le contraire de la nuit. En vérité, la nuit n'est que l'autre d'un jour, ou encore son envers. Exalter la nuit, c'est presque nécessairement s'en prendre au jour, attenter au jour, et cet attentat, comme tout attentat, est un hommage à la dominance que l'on voudrait contester. Si vous voulez le relire, je laisse encore un petit peu. C'est un bon sujet de dissertation. Et oui, parce que on a tendance à stigmatiser la nuit comme étant le moment où vous avez des monstres, des vampires, des loups-garous qui vont vous attaquer, etc. En fait, la nuit, on la symbolise un petit peu par le mystère. Quand vous
utiliser des contes, pour regarder des films. La nuit, c'est toujours un moment d'angoisse. Il n'y a jamais de... Et pourtant, il se passe rien de plus la nuit que le jour au niveau du garou, etc. Donc c'est une idée reçue, et on peut dire que finalement, on confond, l'héritage culturel que l'on en a, fait que instinctivement nous avons peur de la nuit. Donc c'est un petit peu dommage. En fait, finalement, ce qu'il faut, c'est apprendre à connaître la nuit, apprendre à la connaître, apprendre à connaître ses spécificités, connaître le monde de la nuit. Et pour ça, il y a un excellent moyen qui existe, c'est le jour de la nuit. Le jour de la nuit, qui a lieu tous les ans, c'est la 4e édition, vient de se terminer, qui s'est passée au mois d'octobre, de mémoire. Et on incite les communes, les associations à participer au jour de la nuit. Donc on a eu 600 manifestations, le site internet a été visité plus de 27 000 fois cette année, donc c'est quand même pas mal. Et donc les manifestations sont déposées de cette manière-là. Vous avez eu 251 manifestations autour de l'astronomie, 111 autour de la nature. Autour de la nature, ça peut être des petites randonnées nocturnes, avec des petites interventions sur la faune, la flore, la nuit. Les autres manifestations, ça rapporte tout ce qui est conférences ou autres expositions. Et ça, c'est intéressant, c'est le chiffre des extinctions qui sont réalisées, et pas forcément par des communes qui ont l'habitude de le faire. Donc ça prouve qu'elles le font un jour, elles peuvent le faire sur toute une année, sans souci. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été effectuées. Et ça se fait partout, à travers la France, même au-delà de la France, puisqu'on a des manifestations en Australie, au Canada. En Bourgogne, c'est timide, hein, c'est dans la moyenne, mais sans plus. Hein. C'est pas vraiment quelque chose de très répandu. Et pourtant, cette année, on a eu beaucoup plus de participants que l'année dernière. On a eu, plus de bêtises, les communes d'Arc-sur-Tille, Champeaux, Rochon, Fenay, Magny-sur-Tille, Curlet, Pauvin, Côte-Vergy et Quetigny, à l'occasion de la remise du diplôme Ville et Village étoilé, qui a organisé le jour de la nuit à cette occasion-là. Alors, il y a dans tout ce lot-là des manifestations qui ne sont pas prises en compte, notamment on en a 2 en Côte d'Or qui sont dépassées hors délai hors des dates nationales, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de les organiser autrement. Mais il y a aussi un intérêt des communes de promouvoir quelque part la nuit, et eux, ça leur permet de quelque part finir de convaincre les personnes qui sont sceptiques quant à l'extinction des éclairages publics la nuit. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, c'est la fin de la conférence. Donc j'étais très très vite, parce qu'on aurait pu parler encore très longtemps, notamment sur la biodiversité, parce que c'était qu'un maigre résumé de ce qu'on pouvait, des impacts qu'on pouvait avoir sur la biodiversité. Il y a tout un tas d'autres choses à dire. Bon, voilà, la pollution lumineuse, c'est ça. Donc maintenant que vous êtes aguerris et que vous êtes maintenant des experts de la pollution lumineuse, vous pouvez agir sur le terrain. Il y a Eric et moi qui pouvons même vous aider dans vos démarches si vous avez besoin, mais de façon à protéger notre environnement, notre santé aussi quelque part. Et puis, dernier mot de la fin, pour conclure, lutter contre la pollution lumineuse, on peut dire que c'est pas sorcier. Voilà. Merci.